Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier numéro de la saison 2022-2023 de La Causerie. Aujourd'hui, on va parler équipe de France avec Hugo Vincent de la chaîne YouTube Process Corp. Bonjour Hugo, ça va? Ça va bien, merci et toi? Oui, ça va très bien. Donc, comme je vous le disais, on va parler de l'équipe de France et de cette Eurobasket qui commence ce jeudi 1er septembre avec un premier match pour l'équipe de France, pour les Bleus de Vincent Collet contre l'Allemagne. On va s'intéresser donc au groupe de Vincent Collet, mais on va essayer de s'intéresser également à la préparation, aux adversaires des Bleus sur le premier tour, ainsi que les favoris de la compétition. Alors Hugo, est-ce que tu peux nous dire, nous partager, avant que je le fasse à mon tour, de ce que tu as pensé de cette préparation de l'équipe de France, de ces 4 matchs amicaux, mais aussi de cette fenêtre internationale placée juste avant l'Eurobasket? Ouais, alors c'est une préparation enfin courte déjà, c'est important de le dire. Il y a toujours jamais assez de temps pour une équipe de France pour préparer une grande compétition comme ça. C'est encore plus raccourci parce qu'il fallait préparer des matchs pour la qualification pour la Coupe du Monde. Et forcément, c'est dans la tête que l'équipe de France, elle était première, quasiment déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc, on n'a pas forcément la tête à la qualification pour la Coupe du Monde. On a déjà la tête à l'Euro. On l'a vu un petit peu sur le match face à la Bosnie. Dans l'ensemble, c'est une bonne préparation. Il y a eu de bonnes victoires, des matchs difficiles, de l'adversité. Je pense que c'est ce que Vincent attendait de la préparation, que vraiment tester cette équipe un petit peu décimée par les blessures et les absences. Dans l'ensemble, on a eu des bons matchs face à une grosse équipe de l'Italie. Et puis après, des matchs avec un petit peu des trous d'air, notamment face à la République tchèque et face à la Bosnie, qu'il va falloir gommer au fur et à mesure. Et comme je le disais, je pense que c'est un petit peu particulier de jouer des matchs à enjeu juste avant un Euro. On a vu d'ailleurs qu'il y a eu des blessés, notamment Danilo Gallinari, donc c'est un peu dommage de blesser des joueurs juste avant un Euro. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne préparation. Je pense que les joueurs étaient déjà tournés vers la compétition. Et c'est plutôt positif, je pense, pour la suite. Et toi, Ouais, qu'est-ce que t'en as pensé? bah écoute, c'est un peu difficile de jauger. On reste sur une dynamique négative parce que forcément ce dernier match contre la Bosnie-Herzégovine en Bosnie a été décevant. Le plus décevant dans l'histoire, c'est la répétition des mots des Bleus, c'est-à-dire ces entames de match un peu avec nonchalance, avec une faible agressivité défensive, alors que c'est un petit peu la force numéro une de l'équipe de France depuis des années. Donc voilà, après on peut se demander si c'est pas une bonne chose que ça soit arrivé avant l'Euro. Je pense que la répétition de ces mots va entraîner quand même une réaction de la part du groupe de Vincent Collet. Peut-être une réaction du staff aussi, puisqu'il y avait eu un changement de staff qui était un changement de staff, non pas maintenant, un changement de 5 majeurs qui était annoncé. Ça n'a pas été le cas sur le match contre la Bosnie, mais vu que le match était très mal engagé, peut-être qu'on va voir quelque chose de différent face à l'Allemagne. Voilà, donc c'est peut-être pas mal qu'il y ait des accros et j'espère que ça entraînera cette fameuse réaction attendue. C'est toujours particulier, en plus de jouer une équipe juste avant l'Euro, qu'on va jouer dans le groupe. Aussi, il y a forcément un moment voilà, de calcul par rapport au match de championnat. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Vincent a décidé de reconduire son 5 et puis pour leur donner de la confiance aussi. Euh, c'est dans les matchs qui sont pas à enjeu pour des compétiteurs comme ça, c'est forcément un petit peu différent. Mais c'est sûr que c'est un mal qu'il va falloir corriger. Mais quand on voit, moi j'ai tendance à voir toujours le verre à moitié plein, quand on voit les runs que sont capables de mettre les Français et quand ils mettent de l'intensité défensive, comment ils sont capables de faire mal à leurs adversaires, j'ai envie de garder ça et de me dire que ça, multiplié sur tous les cartons, bah, ça fera une équipe de France qui, disons-le déjà, et fait partie des prétendants et des favoris pour le titre. Au moins, ils ont les ingrédients de leur succès. C'est-à-dire qu'ils ont pu voir ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il ne faut pas faire et ce vers quoi ils doivent se tourner. Donc maintenant, d'être en capacité d'être suffisamment rigoureux, concentré pour que sur 40 minutes, on va dire, allez, peut-être sur 30-35 minutes, ils soient dans ce niveau-là. Voilà, donc maintenant, ça va venir de nos leaders qui montrent l'exemple.
les chefs de file, peut-être que ça demande pas, parce que Rudy Gobert est quand même le meilleur défenseur, un des meilleurs défenseurs de la planète, mais il va être plus loin, donc il va sur le terrain, donc il va falloir que ceux qui soient en amont sur la pression, sur porteur, sur les premières lignes de passe, ils soient très hauts et qu'on entame les matchs comme ça, que ça donne de la confiance, du rythme aussi à notre attaque. Et voilà, donc il y a une hiérarchie à trouver également. Ça fait partie des points d'interrogation, je pense, de cette équipe de France, avec 3 absents de marque quand même. Nando De Colo qui était principal animateur offensif avec Evan Fournier, Nicolas Batum Nico. en Free bien sûr, et même Franck Ntilikina, dont le profil s'est avéré très très important, notamment à la Coupe du Monde 2019. On se rappelle justement au premier match contre Dennis Schroeder, on se retrouve dans le même cas de figure. Donc il y a une hiérarchie qui a peiné à se mettre en place. Maintenant, elle va peut-être être un peu chamboulée par le retour d'Andrew Albici et Moustapha Fall. Voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces retours tardifs? Est-ce que tu le vois d'un bon œil? Est-ce que tu penses que c'est les joueurs qui nous manquaient? Est-ce que c'est pas aussi, on n'a pas aussi la crainte de leur manque de conditions physiques? Alors, c'est jamais l'idéal d'intégrer des joueurs dans l'équipe si tard, pour plein de raisons, des raisons physiques, tu l'as dit, mais aussi des raisons tactiques. Le groupe, il se construit aussi. Il y a des joueurs dont c'est la première compétition, il faut en parler. On va parler de Théo Malédon, on va parler d'Elie Okobo, donc c'est la première grosse compétition. Donc forcément, il faut trouver sa place quand je prends l'exemple d'Elie, star dans une équipe. Il faut aussi trouver sa place dans un collectif un peu plus fourni avec des responsabilités différentes. Ça prend du temps. Intégrer des joueurs, du coup, ça modifie un peu toute la cohérence de l'équipe, même si c'est des joueurs qui ont déjà fait plusieurs campagnes. Il faut quand même trouver un équilibre tous ensemble. Donc c'est un pari risqué, mais en même temps, c'est des joueurs qui apportent tellement de choses. Mousse Fall a été monstrueux pendant les Jeux Olympiques. C'est même une des clés du fait qu'on ait battu les Américains en match de poule. Donc forcément, il a une présence, une taille, un impact offensif et défensif qui est forcément tellement impressionnant que, bon, même un peu limité physiquement, je pense que c'est un joueur qui va faire du bien. Quant à Andrew, il apporte une cohérence et une complémentarité avec les autres joueurs sur les lignes arrière. Il n'y a pas d'autres joueurs comme Andrew Albici, et tu l'as dit, il a fait une énorme performance sur Dennis Schroeder, et il a été très important de manière générale dans la Coupe du Monde. Je sais en plus que ça se passe très bien dans le groupe avec lui, donc c'est important aussi ce genre de choses dans une compétition où on reste longtemps ensemble et où il y a des frustrations. Donc je pense que c'est plutôt positif, mais attention parce que le premier match, on va en parler, c'est face à l'Allemagne dans une salle chauffée à blanc face à des Allemands qui ont une très très bonne équipe. Et ben il y a pas droit à l'erreur, et très très vite on va rentrer dans le vif du sujet face au groupe, enfin dans le groupe de la mort. Donc c'est ça la vraie interrogation pour moi. Ouais, c'est le match contre l'Allemagne, Allemagne qui fera partie je verrais, je qualifierais d'outsider. On en reparlera légèrement plus tard, mais c'est quand même une nation montante et c'est une équipe qui va jouer à domicile dans une grande salle. Voilà, il y a des incertitudes jusqu'au dernier moment quant à leur composition, hein, mais il y a une nouvelle génération avec Franz Wagner. On va voir ce qu'il va donner sur ce championnat d'Europe. Voilà, on a une équipe de France plus complète. Pour moi, les choix du staff, on le sentait venir depuis plusieurs semaines. Ce Il manque l'avait de dit d'ailleurs, hein. ouais. Ce manque de complémentarité au poste 1 avec Thomas Hurtel qui évidemment a un talent offensif remarquable, mais qui a pas les mêmes capacités défensives que Andrew Albici. Donc même si on n'est pas sûr que Albici soit suffisamment remis, hein, on l'a vu, c'est 5 fautes en 7 minutes en Bosnie-Herzégovine. Il n'y avait pas d'autres options en fait. Et l'apport d'Isaiah Cordigné, en plus de Terry Tarpé, ne justifiait pas le fait qu'on ne puisse pas tenter de prendre Andrew Albici, ce qui est un peu le cas aussi pour Mamadou Mamjaité. À l'intérieur, il n'y avait pas de place à lui donner par rapport à Rudy Gobert et Vincent Poirier, quand Moustapha Fall apporte ce point de fixation qui n'existait pas autrement dans le groupe. Donc voilà, sous réserve que ces deux joueurs-là puissent être compétitifs, puissent participer au match tout simplement avec compétitivité. Là, on a un groupe un peu plus complet. Maintenant, est-ce que ça va suffire face aux gros adversaires de notre groupe?
peut-être pas, mais il faut pas tomber dans de la surréaction si on perd contre l'Allemagne, si on perd contre la Slovénie, si on perd également contre la Lituanie. Il faut être dans les quatre. Et les compositions des autres groupes étant un peu moins relevées, on pourrait avoir un tableau correct. Maintenant, en étant quatrième, c'est sûr qu'on va tomber face à un gros. Voilà. Mais si cette équipe monte en puissance grâce à ce fort niveau d'opposition, grâce au fait que ces joueurs rentrés dans le groupe plus tard se retrouvent en jambes, peut-être que sur un match coup près, en huitième ou en quart, on aura le match déclic et le match qui te fait basculer sur un bon résultat. C'est toujours le quart de finale. Là, tu rentres dans le dernier carré. Et là, je pense que potentiellement, sur un match, cette équipe de France peut battre tout le monde. Maintenant, à quel point elle fait partie des favoris, honnêtement, quand je vois les forces en présence, j'en suis pas aussi convaincu que si évidemment il y avait eu l'équipe au complet. Et là, c'était sûr qu'avec son statut de vice-champion olympique, elle arrivait avec le statut de favori. Je trouve c'est un Eurobasket très ouvert. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Et ça fait plaisir d'ailleurs de voir il y a un niveau de compétition qui monte. Alors c'est dû aussi malheureusement à certaines blessures. Bon, ça, on ne contrôle pas trop. Mais, mais on a un Eurobasket très ouvert où il y a 3, 4, 5 favoris qui arrivent à peu près au même niveau, sur des niveaux de préparation où c'est un peu compliqué de juger. Et puis c'est difficile, juste en se basant sur des résultats de qualification pour la Coupe du Monde, de vraiment tirer des conclusions. C'est assez ouvert et ça donne envie d'y être. C'est tout bientôt. Je pense qu'on a tous hâte que ça commence. Ouais, on peut revenir déjà sur les favoris, même si on n'a pas encore parlé de tout le groupe France. Les favoris, effectivement, c'est difficile à jauger parce que l'an passé, il n'y a pas eu beaucoup d'équipes européennes sur des Jeux Olympiques, c'est limité, même si avec les tournois, les TQO, ça permet quand même d'avoir une surreprésentation du basket européen sur les JO. Ensuite, la Coupe du Monde, c'était en 2019. 2019, c'est loin. Il y a des joueurs comme Giannis Antetokounmpo qui a justement eu cette expérience de la Coupe du Monde 2019 avec une élimination prématurée de la Grèce. Je crois que c'était au deuxième tour. Mm. Voilà, maintenant la Grèce, par exemple, revient dans la course aux discussions pour le titre. Ça fait assez longtemps que ça n'était plus arrivé. Mais là, avec une ligne arrière quand même composée de Calates, Lucas, si, il est bien en forme parce qu'il s'est blessé juste avant la compétition. Les frères Antetokounmpo pour ceux qui pourront participer, mais au moins Giannis, ça donne quand même une vraie opportunité d'aller chercher quelque chose d'important. La Slovénie est tenante du titre. Il y a quand même un phénomène Luka Doncic qui semble pouvoir être injouable à ce niveau. Les matchs de préparation ont montré que c'était évidemment un des favoris, mais par exemple, ils ont perdu contre l'Allemagne 90 à 71 sur la dernière rencontre dans un match officiel, un match de qualification à la Coupe du Monde. Ça veut pas dire, ça veut pas dire que la Slovénie va être décevante. Non, c'est quand même, il y a quand même du gros matériel. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est des euros maintenant qui n'ont plus d'enjeux spécifiques pour d'autres compétitions. Mais il y a quand même tout le monde qui a affiché cette volonté de venir. C'est-à-dire que par exemple, l'Euro 2011, qui pour moi reste le plus gros euro de l'histoire, c'était qualificatif pour les Jeux Olympiques. Là, en gros, les joueurs viennent avec la seule et unique volonté de pouvoir être champion. Donc, Djokic, Antetokounmpo, Doncic, Rudy Gobert, Evan Fournier et compagnie. C'est vraiment leur seul souhait, c'est d'être champion. Et il y a un petit peu un retour, je trouve, de cette flamme de l'équipe nationale. Et alors que il n'y avait pas que l'équipe de France qui était touchée au cœur des années 2000. On voyait régulièrement des stars faire défaut, quoi. Ouais, tu as parlé de l'Euro 2011. Il était aussi très spécial parce qu'il y avait le lockout NBA et il y avait aussi toutes les stars qui avaient pu venir. Et je suis tout à fait d'accord, c'est un des plus beaux euros qu'on ait vu. Alors, pour les favoris, moi je vais quand même citer l'Allemagne, même si c'est des outsiders. Alors, pas que parce qu'ils ont battu la Slovénie, mais parce qu'il y a une équipe de jeunes talents qui, je trouve, sont très complémentaires. Ils ont un nouveau coach qu'on connaît bien en France, Gordy Herbert, avec qui ça se passe très bien. Et puis, bah, il y a le facteur à la maison où toutes les phases finales vont se faire
à Berlin, et on avait vu à l'Euro 2015 dans un grand stade en France à quel point ça pouvait être d'un soutien et porter vraiment l'équipe. Euh, Ils Avec ont un battu, public, je te coupe, mais avec un vas-y, public berlinois qui pour l'Alba Berlin, a l'habitude de peser. pesait beaucoup. C'est une équipe qui a, je crois, le plus bas budget d'Euroleague et qui s'en sort toujours pas trop mal. En tout cas, pas à ce niveau-là. En partie grâce à ça, je suis d'accord. Ils ont battu la Slovénie, qui est un des favoris, on peut pas passer à côté. Ils ont d'ailleurs fait une très bonne préparation, et c'est pas parce qu'ils ont perdu contre l'Allemagne que ça devient des outsiders. Par contre, ce que ça montre, c'est qu'en Slovénie, à l'intérieur, c'est un tout petit peu plus faible que ce que ça pouvait être en 2017, et même aux Jeux Olympiques, je trouve. Et les Allemands en ont bien profité à l'intérieur. Alors, c'est pas non plus là où ils sont le plus forts, mais ils en ont bien profité. Donc moi, je les mettrais en outsider juste en dessous. Après, tu as cité la Grèce, forcément, avec une bête comme Giannis, c'est difficile de... voilà, c'est un monstre physique et on l'a vu, il est allé avec le couteau entre les dents, donc il a vraiment envie de faire quelque chose pour la Grèce. Ça fait longtemps que la Grèce n'a pas fait une perf. Tu parlais de la contre-performance de la Coupe du Monde, mais j'irai encore plus loin, ça fait longtemps qu'ils sont pas arrivés dans un dernier carré, donc je pense qu'il y a une grosse volonté. Ça, les Serbes, pour moi, sont vraiment, c'est l'inconnu parce que avec les Serbes, on sait jamais vraiment trop. Jokic est monstrueux, mais il y a vraiment une équipe complète autour, bien coachée, avec des joueurs solides d'Euroleague. On parle de Lucic, on va parler de Yaramaz, on va parler de Misic. Il y a vraiment une équipe complémentaire, bien construite, qui, je trouve, fait un tout petit peu peur, même si elle est un petit peu, sur ce que j'ai vu, Jokic dépendante. Ils ont vraiment, je trouve, une cohérence autour, avec des joueurs de devoir qui sont très intéressants. Et puis, une équipe dont tu n'as pas parlé, mais qui va être là, et qui est malheureusement aussi dans le groupe de la France, c'est la Lituanie, qui arrive à petits pas, tout doucement, sans trop faire de bruit, on n'en entend pas trop parler, mais ils ont un mélange de joueurs très expérimentés, de Valanciunas, de Sabonis, des mecs qui sont NBA, qui sont costauds, des mecs qui sont très forts en Euroleague, qui pèsent, on va penser à Jokubaitis à Barcelone par exemple, et puis vraiment des joueurs de devoir autour. Ils ont été impressionnants en préparation, sans trop faire de bruit, personne n'est place en haut, et ce sera peut-être la surprise du championnat. Ouais, la Lituanie, je voulais les citer, c'est une raquette énorme. Elle nous avait posé beaucoup de problèmes. Rappelez-vous, au deuxième tour de la Coupe du Monde, on s'en était sorti avec un petit coup de sifflet qui nous avait pas mal aidé. Euh, Ils ont pris de l'expérience depuis. Et effectivement, je pense qu'ils ont une équipe plus complète qu'à l'époque. Poste 1, poste 3, plus la raquette. Même Grigonis et compagnie, on peut ajouter. Il y a peut-être pas la profondeur d'effectifs que certaines sélections vont avoir, mais il y a vraiment un très gros 5 majeur, Ouais. avec évidemment un basket reconnu, le basket lituanien. Euh, et j'en reviens d'ailleurs à d'autres, les Lituaniens, parce qu'ils sont à cheval entre outsider et favori. C'est quand même une équipe qui a toujours été performante à l'Euro. On se rappelle, finaliste de l'Euro 2013 contre la France, finaliste de l'Euro 2015 2015. en France aussi. Voilà, donc il y a encore des joueurs de cette génération qui ont cette expérience. Voilà, ils sont un peu à voir. Donc en fonction de ce qu'ils vont réussir à faire dans la phase de poule, ils auront un tableau plus ou moins ouvert, mais contre n'importe qui peuvent gagner aussi. Et il y a d'autres équipes qui sont un petit peu, je pense, potentiellement capables de revenir sur le devant de la scène. Je pense à la sélection croate qui, sur le papier, est quand même assez intéressante avec Saric, Bogdanovic. C'est quand même très bien. Et la nouvelle génération turque, j'ai hâte de voir avec des joueurs qui sont des vrais joueurs déjà installés en NBA, encore jeunes, qui vont prendre le leadership. Ajouter à ça Shane Larkin, ça peut être intéressant. Donc il y a vraiment un tableau qui est très ouvert. Il y a surtout je pense qu'il y a 6 ou 7 équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale, ce qui fait de cet euro un petit peu, qui le rend encore plus excitant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que, alors, le groupe de la France, on peut le résumer rapidement pour montrer que on a déjà des équipes qu'on a citées. Donc il y a la Slovénie, l'épouvantail un peu de la compétition, la Lituanie, on en a parlé, l'Allemagne à la maison, ça va pas être facile, donc l'équipe de France. Et après il y a deux équipes qui sont pas non plus des faire-valoir, la Bosnie qui nous a battus et qui est l'air de rien une très bonne équipe.
Ouais, C'est pas avec une un top équipe, poste mais 3-4-5 qui est très bien, surtout 3 Musa qui a signé au Real Madrid et Nurkic qui nous a fait très très mal hein, au poste 5. et John Robertson, qu'on connaît bien en France aussi, et Également. qui est naturalisé et qui a pris la place de Garça, qui est le cousin du coach d'ailleurs, j'ai lu quelque part. Mais ouais, ils ont une équipe vraiment équilibrée. Alors, il y a moins de talent, mais il y a des. Voilà, il y a de quoi. Ils vont taquiner des équipes dans ce groupe de la mort. Et puis la Hongrie, qui est un petit peu en dessous encore de Adam Anga, mais qui est une équipe qui était déjà présente à l'Euro 2017, qui avait à peu près la même structure d'équipe, et qui a titillé les Lituaniens en match de qualification pour la Coupe du Monde, qui sera aussi dangereuse, et il n'y aura aucun match facile dans ce groupe-là. Et ce qui est intéressant, tu l'as dit, c'est que dans les autres groupes, il y a toujours une tête d'affiche, et en dessous, derrière, c'est un peu moins relevé. Donc, en fait, terminer premier, deuxième, troisième, ça un petit peu pareil d'un point de vue tableau. C'est la place qu'il faudrait éviter quand même, c'est la quatrième place, pour éviter de croiser avec une équipe espagnole qui est un petit peu en dessous de ce qu'on a pu voir les dernières années, mais c'est les Mais qui a un Espagnols. savoir-faire. Voilà, et il faut toujours faire attention, surtout sur des matchs coup près. D'ailleurs, tous les titres qu'ont remporté les Espagnols, c'est des titres, surtout je pense en 2015, où ils sont arrivés un peu sur la pointe des pieds, avec des absents, où ils ont fait une phase de poule un peu moins bien, et sauf que quand les matchs coup près arrivent, ils sont toujours là, malheureusement. Ouais, l'Espagne qui a quand même une ligne arrière qui se présente de manière vraiment dénudée et sans Lorenzo Brown le naturaliser. Alors, on va pas en parler de ce débat-là, évidemment, qui pose souci. Ça fait Euh, beaucoup, 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 beaucoup de bruit en Espagne. Effectivement, parce que c'est un pays qui est censé être dominant au niveau du basket et en devoir passer par là, ça quand même montre certains signes. S'il n'y avait pas eu cet été magnifique de la jeune génération espagnole, je pense qu'il y aurait de grosses inquiétudes. Même si là, finalement, Juan Núñez, il a montré qu'il a été MVP de l'Euro U20 et qui n'est que U18 et qui a signé d'ailleurs pour le club allemand de Ulm. Il a montré qu'il n'était pas du tout encore au niveau. C'est pas pour rien que le Real Madrid finalement l'a pas fait jouer et n'avait pas de projet particulier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la ligne arrière espagnole, elle tient à Lorenzo Brown. Après 3, 4, 5, c'est quand même costaud. Et effectivement, il y a ce savoir-faire. Je pense que là, les Espagnols, ils sont pas attendus. Vous voyez, on a mis beaucoup de temps à les citer parmi les favoris ou au moins les outsiders. Et puis voilà, puis la chance espagnole qui nous agace fait qu'ils auront peut-être un tableau qui va être tranquille jusqu'au quart de finale. Et puis au quart de finale, ils vont avoir la grinta, ils seront montés en puissance, ils auront un jeu collectif peut-être au-dessus des autres parce que ça reste quand même pour moi le meilleur basket d'Europe et même du monde en termes de jeu pratiqué. Ils pourront arriver dans le dernier carré. Si avec cette équipe, ils arrivent dans le dernier carré, franchement, ça sera un chapeau. On pourra encore ne reconnaître que leur formidable savoir-faire, tout simplement. Et, euh, et voilà, et donc, bon, je voulais quand même en revenir au groupe français parce on est allé assez vite. Au groupe de la France, entre guillemets, le groupe, les adversaires qu'on va affronter. Effectivement, je pense qu'il faut arriver à attraper 2 des 3 matchs contre les équipes clés, c'est-à-dire Lituanie, Slovénie, Allemagne. Et si on fait ça, franchement, ça sera déjà très très bien. Je vois pas trop d'équipes capables de faire 3 sur 3. Et l'équipe qui sortirait à 3 sur 3 de ce groupe face à ces gros, admettons, ça peut arriver pour aller la Slovénie, qui peut-être est quand même le numéro 1 sur le papier, ben, peut-être que ça peut entraîner une certaine forme de suffisance. Euh, je vous rappelle l'Euro 2013. L'Euro 2013, on perd contre l'Allemagne au premier tour. On n'est pas bon du tout. Je crois qu'on encaisse, à l'heure de mémoire, c'était il y a bientôt 10 ans, 9 ans, un truc comme 91-77. Robin Benzing nous fait très mal. On ne défend pas comme on le devrait. On Il a me pris 20 semble, points contre les Lituaniens aussi. voilà, j'allais dire, il me semble qu'on reprend derrière. On a une grosse défaite. On a un bilan de 7-3 peut-être même sur cet euro, qui était les fameux euros à rallonge qu'on voit plus maintenant. Alors que les euros précédents, on perd que le dernier match en 2011 du deuxième tour contre l'Espagne où on ne fait pas jouer Tony Parker et Joachim Noah. Donc voilà, on essaie de le faire à l'espagnol
pour pas prendre de risques. Et pareil, en 2009, on ne perd qu'un match sur cet Euro alors qu'on finit cinquième. Donc, c'est pas nécessaire d'être parfait. Alors, par contre, on peut s'attendre à ce que tout le monde dise Ah bah ce sera la panique générale. voilà, la panique, Vincent Collet, démission. Il aurait fallu faire jouer des joueurs qui sont qui n'ont pas été pris et avec qui on aurait pensé pouvoir battre la Slovénie du Doncic. Bon, bref, on pourra s'attendre à ça, mais je pense qu'il y a suffisamment d'assurance maintenant dans le groupe français qui a quand même euh, qui a du vécu avec le retour de Luissi et Fall, parce que on n'a pas parlé de ça, mais c'était un groupe quand même qui pouvait paraître inexpérimenté avant qu'il y ait le BCFL. On avait Fournier, Gobert, Hurtel, qui ont connu plusieurs campagnes internationales. Sinon, Gershon Yabusele, c'était les Jeux Olympiques, donc pour un joueur cadre. Timothée Luwawu-Cabarrot, c'était les Jeux Olympiques, des compétitions qui sont quand même différentes, avec 5-6 matchs. Et puis après, le reste du groupe, c'est des nouveaux joueurs. Et chez les nouveaux joueurs, il faudra qu'on ait quand même une ou deux surprises. Et c'est là où je voulais un petit peu en venir. On espère avoir de l'impact de la part de Théo Malédon. On espère. Jusqu'ici, il n'a pas forcément trouvé sa place, je dirais, sportivement et humainement. J'espère qu'il y a eu des discussions en interne. J'imagine qu'il y en aura eu entre les leaders, le staff et lui pour essayer de voir comment il pouvait un peu s'affirmer autrement qu'en vouloir rentrer et marquer. Et on espère que Timothée Luwawu-Cabarrot pourra arriver dans un rôle majeur et pas un rôle de 7-8e homme à trouver vraiment de l'efficacité. Sa place. Voilà, sachant que Terry Tarpey, qui a été remarquable jusqu'ici, qui donne un surplus d'énergie en sortie de banc, il va peut-être se retrouver propulsé dans un rôle inattendu, déjà qu'il c'est assez inattendu qu'il soit là. Voilà. Et bon, il faudra qu'il y ait des joueurs qui step up pour que l'équipe de France puisse arriver à faire ce fameux 2 sur 3, je dirais, sur le groupe, pour finir deuxième ou troisième, et s'offrir un tableau plus ouvert jusqu'au quart de finale. Et le quart de finale, tout se jouera un petit peu là-dessus. Sachant que moi, avec l'équipe actuelle et le tableau en face, je ne vais pas être pessimiste à la française, mais je pense qu'une médaille serait déjà un bon résultat. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'objectif affiché, c'est l'or. Mais est-ce qu'on pourrait se dire que autre chose que l'or est un mauvais résultat? Je ne pense pas. Non, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Je pense que pour toutes les raisons que tu as citées, je pense que obtenir une médaille dans un euro, on l'a dit, très très compétitif, ce serait pas un échec. C'est quand même incroyable parce qu'on en est à dire, il y a 10 ans, pour nous, avoir une médaille, c'était magique. En faisant la vidéo sur l'histoire de l'Eurobasket, j'ai revu les images en 2011 de Tony après avoir battu la Russie qui pleure parce qu'on va avoir une médaille. Et parce qu'on va au JO aussi. On avait raté 2004, 2008. J'y étais, il est même allé monter dans le public, il s'est baigné dans la foule française. Et ça me fout des frissons là, juste rien d'en reparler. Et dire que voilà, on en est maintenant à exiger des médailles d'or. C'est quand même que le basket français va bien, va très bien. Mais par contre, je suis d'accord, ce serait pas une déception si on allait gratter une médaille de bronze ou une médaille d'argent pour toutes les raisons que tu as citées. Et tu as parlé de Terry Tarpey. Je vais terminer par ça. Terry, c'est un joueur qui est très bon en France depuis longtemps. C'est peut-être le joueur le plus sous-coté de toute la Betclic Elite. En tout cas, au moins, il a un rayonnement et un impact défensif monstrueux. Et en plus, c'est exactement ce dont tout coach rêve offensivement. C'est-à-dire qu'il force rien, il fait jouer les autres aussi. Et j'espère qu'il trouvera sa place et puis que ça va bien se passer et que tout le monde va cliquer. Tu as cité Théo Malédon aussi, qui a peut-être été un peu NBAisé, alors que c'était pas comme ça qu'il jouait, notamment à Lasvel. On espère qu'il pourra retrouver sa vista et sa grinta villeurbannaise. Et on en aura besoin, non seulement à l'instant T, mais on aura besoin aussi parce qu'il va falloir qu'à long terme, il soit un joueur majeur. Cette nouvelle génération, que je prendrai à partir de la génération 98,
parce que Eli Okobo était un peu affirmé là sur les 97. Je trouve, trouvé vraiment de l'efficacité sur la préparation, a confirmé évidemment Il était très bon. voilà, sur des matchs de très très haut niveau au championnat d'Europe. Mais la génération 98, pourquoi? Parce que c'était une génération qui a été double championne d'Europe en U16 en 2014, en U18 en 2016, avec Franck Ntilikina et Kim Tilly, on va dire, en chef de file. Et on ne retrouve pas ces joueurs. Alors Franck Ntilikina, si, là, en l'occurrence, il est blessé. Maintenant, on a besoin d'envisager Paris 2024. Paris 2024, il y aura toujours les cadres qui sont installés. Il y aura potentiellement des cadres qui sont un peu vieillissants, bien qu'on fasse le pari, qui seront toujours aussi bons. Je pense à Nando De Colo et Nicolas Batum. Et puis après, parce qu'on parle beaucoup de Paris 2024, l'histoire ne s'arrête pas là. Il va falloir qu'il y ait autre chose derrière. Et donc, en prenant de l'expérience sur ce championnat d'Europe, en montrant le bout de son nez, en apportant quelque chose, Théo Malédon aura grandi et il est censé être une des figures de proue avec Franck Ntilikina et toute cette génération de jeunes joueurs qui ne s'installent pour l'instant pas au très haut niveau comme on pouvait s'y attendre et qu'on aura besoin pour l'avenir du basket français. Donc voilà, au final, ça laisse des places à des joueurs comme Terry Tarpey, qui a pris la place à Isaiah Cordigné. C'est triste pour lui, mais il a prouvé avec plus d'efficacité. Je pense que tout le monde a vu qu'il n'y avait pas nécessairement le besoin d'avoir deux energizers en sortiment comme lui et comme eux, et Tarpey ayant été le plus efficace, et les besoins se situant en poste 1 avec Andrew Albici, ça s'est fait comme ça. Isaiah Cordigné s'en est retrouvé un petit peu lésé, mais c'est toujours triste, mais c'est l'histoire de l'équipe de France. On ne doute pas qu'il reviendra plus fort. Et voilà, donc on a un groupe avec une hiérarchie qui s'est installée. On a de quoi être un minimum serein. Et puis on a hâte de voir ce que ça va donner après l'Allemagne. Peut-être qu'on pourra refaire, Hugo, si tu es d'accord, un petit podcast en cours de semaine prochaine pour voir un petit peu, faire le premier débrief sur ces résultats. Et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir en terminer, à part si tu as des choses là-dessus. Si vous avez des commentaires, des choses à nous faire part, vos analyses, vos propres analyses, n'hésitez pas, que ce soit sur Bibasket, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit même Process Corp avec sa chaîne Twitter, que je vous invite à aller voir rapidement, ou Instagram. Venez dialoguer avec nous et on sera ravis de faire un premier retour après les premiers matchs et de suivre la compétition, évidemment, au jour le jour, dans les détails. Moi, si je peux mettre une petite piécette sur le groupe de la mort, je parierais qu'il n'y a aucune équipe qui va terminer invaincue. Voilà, petit pari. Allez, on verra ça à l'issue de la phase de groupe. En tout cas, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner donc sur les chaînes YouTube de Process Corp et de Bibasket. Et on se retrouve à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao, à bientôt. Retrouvez les résumés de matchs et toutes les actualités sur bibasket.fr, le site numéro 1 sur le basket français.